petit à petit, on avance. C'est un peu long, Mais on ça, y arrive. merci beaucoup Richard Je vous pour en prie, merci à vous. votre participation. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Stéphanie. Bonjour Delphine. Vous travaillez donc au centre hospitalier d'Albertville. Tout à fait, donc en Savoie. Voilà. C'est tout proche. Ouais. Du coup, je suis particulièrement intéressée sur l'utilisation de Cisérie. Est-ce que c'est une utilisation courante pour vous? Oui, en tant que PCR, on l'utilise couramment. Déjà, une fois par semaine, on a l'obligation d'envoyer nos résultats de dosis opérationnelle. Oui. Voilà. Et régulièrement, on consulte les résultats de dosimétrie passive non nominative. Jusqu'à maintenant, on n'avait les accès qu'à la dosimétrie non nominative. Oui. Hein. Mais maintenant, on peut avoir accès à la dosimétrie nominative, donc avec l'accord du médecin du travail. Vous avez contact avec votre médecin du travail? Oui, régulièrement. Nous, on est dans c'est un assez petit hôpital, donc on connaît beaucoup les personnels. Moi, en plus, je travaille en tant que manipulatrice radio à mi-temps et PCR, donc j'ai souvent accès régulièrement. Je peux aller la voir directement dans son service, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous savez si votre médecin du travail utilise le système Cisérie? Oui, elle l'utilise, que des fois elle me demande parce qu'elle ne sait plus trop les codes ou quoi, mais oui, elle l'utilise régulièrement. Ouais. Et la présentation d'aujourd'hui, ça vous a apporté des éléments nouveaux? Oui, il y a des choses que je connaissais déjà et des éléments nouveaux apparemment, donc on n'aura plus à transmettre la dosimétrie opérationnelle, ça ne sera plus une obligation, sauf pour les NBI, donc ça ne nous concerne pas. Les NBI. Donc, pour le secteur médical, on n'aura plus l'obligation de la transmettre. Est-ce que ça vous semblait utile ou est-ce que c'est plutôt pour vous bien de ne plus avoir à transmettre ces données? C'est un clic, pour moi c'est 2 clics, donc c'est pas non plus... Après, c'était surtout pour eux, pour qu'ils aient des bases de données, apparemment. Mais nous, on a quand même accès aux résultats pour surveiller quand même qu'on ne dépasse pas les valeurs réglementaires. Vous connaissiez les journées SFRP? Non, c'est la première fois que je participe, parce que je ne suis PCR que depuis 1 an et demi. Oui. Donc voilà, c'est la première. Et, votre impression? Pour l'instant, très, très bonne. Très bonne. Bon, mais merci beaucoup et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Merci. Bonjour, alors vous êtes venu aux journées PCR, c'est votre première participation, vous avez déjà assisté à la SFRP, oui. La SFRP, c'est votre première participation à Lyon. Vous avez suivi la session là, qui vient de s'écouler sur la mise en pratique des normes et des règlements, en particulier sur Cisérie. Est-ce que Cisérie est un outil de travail pour vous, PCR, dans votre quotidien? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous sert à quel est le but pour vous de Cisérie? Alors déjà, dans un premier temps, déjà au niveau du suivi de la dosimétrie de nos intervenants, donc de l'entreprise, je vais régulièrement voir un petit peu, faire le suivi des doses que chaque intervenant prend sur la période. Donc en général, on y va de manière hebdomadaire voire mensuelle. Je récolte un petit peu les données pour m'assurer qu'il n'y a pas de dépassement au-delà de certaines limites, nos objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce que vous faites une corrélation entre les données de dosimétrie prévisionnelle qui est faite plus ou moins et les résultats de Cisérie posteriori? Alors moi non, pas au niveau de Cisérie, parce que là l'inertie est un peu trop longue pour permettre justement d'avoir un retour efficace au niveau de l'analyse. Donc ça c'est plutôt au niveau des sites, les PCR qui sont, on va dire, plutôt de terrain, qui vont faire au jour le jour un suivi fin des doses qu'ils ont relevées tout au long du chantier au quotidien. Donc avec les outils, soit les outils de l'exploitant, qui est beaucoup plus réactif, parce que Cisérie, il y a quand même une certaine latence, on n'a pas les résultats instantanément au jour le jour. Donc c'est plutôt un suivi, on va dire, hebdomadaire, qui me permet un petit peu de m'assurer que les objectifs de l'entreprise, d'un point de vue dosimétrique, ne sont pas atteints au niveau global. Oui. Le fait qu'on supprime la remontée des doses de la dosimétrie opérationnelle, je suppose que pour vous c'est un allègement dans les tâches de la PCR. Et en contrepartie, il va falloir quand même que vous traciez toujours ces doses pour pouvoir suivre. Alors ça nous concerne moins à l'échelle de l'entreprise, parce que nous on ne remonte pas, on passe via les outils de l'exploitant. C'est l'exploitant qui remonte les données opérationnelles. On parle de l'exploitant de l'installation nucléaire de base. Oui, c'est ça. D'accord. Au niveau, ça va être plutôt EDF ou le CEA qui assure cette remontée. Donc là où ça peut poser problème pour moi, c'est au niveau des salariés qui ne seront plus catégorisés, ce qu'on a évoqué,
qui ne bénéficierait plus, parce qu'on a évalué une dose inférieure à 1 millisievert, qui ne bénéficierait plus d'un suivi dosimétrique. Alors, Donc là, si j'ai bien compris, le suivi dosimétrique il sera adapté en fonction des circonstances de chaque cas, de chaque société, etc. Ouais. Donc il y a plusieurs possibilités qui vont du maintien de la dosimétrie individuelle à la dosimétrie collective, à des estimations sous diverses formes qui pourraient être faites. Donc ça ouvre un certain nombre de possibilités, mais peut-être aussi de complications. Vous disiez tout à l'heure que c'est la première fois que vous venez au jour des PCR. Oui. Vous avez participé à d'autres manifestations de la SFRP? la FCFRP, non, c'est la première pour moi. Pour tout. Oui, pour tout, oui. Vous êtes vu de jeunes PCR ou Ça fait 6 ans. Mais par contre, c'est vrai que, voilà, parce que l'entreprise est quand même assez grande, donc au Vous quotidien. êtes géographiquement, vous êtes basé où? Je suis à Mulhouse, dans le Rhin, en À Alsace. Mulhouse. Voilà. Ok. Vous n'êtes pas très très loin d'ici. Non, c'est pas loin. C'est un point positif pour vous de venir à nous. Bah, de toute façon, il y avait déjà cette volonté de participer à une journée de la SFRP, déjà, pour voir comment c'est. De participer déjà pour une première fois. D'autre part, il y avait l'évolution réglementaire. J'ai eu d'autres informations par ailleurs, puisque je participe à d'autres organes, par exemple auprès d'EDF, qui organise aussi des journées, des rassemblements. Donc voilà, donc c'était d'une pierre deux coups. Ok, eh bien, très bien. Mais profitez de vos premières Ben, journées merci PCR. beaucoup. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Bonjour Pascal Vaucheret. Donc, Bonjour, vous êtes le Monsieur directeur Vidal. du CEFRI. Donc, vous assistez régulièrement aux journées PCR. Vous avez pu voir l'évolution des règlements en matière de radioprotection. Donc là, aujourd'hui, on nous a présenté la mise en œuvre des nouveaux textes réglementaires du mois de juin. Quel est pour le CEFRI l'impact que cette évolution réglementaire sur le quotidien du CEFRI, sur l'organisation de ces audits, de ces documents de référence, de sa certification, voire de son accréditation? En quelques mots, quel est l'impact attendu ou réel? Alors, sur le plan opérationnel, au niveau de la gestion au jour le jour des dossiers de certification, il n'y a pas de grosses conséquences. Maintenant, au niveau des référentiels, là, évidemment, il y a des gros changements. Alors, ça s'est fait d'une part très rapidement avec des changements de la terminologie, avec des changements des référencements des articles 44-51. Donc là, on a sorti tout de suite une première montée d'indice de notre référentiel E, notamment. Eux, c'est pour les entreprises. C'est pour les entreprises, voilà. C'est free E, entreprise, I, entreprise de travail temporaire. Qui travaille dans le monde des INB. Des INB, absolument. Certification pour les INB. Quoique certaines certifications sont faites sur une base volontaire pour les ICPE, par exemple. Ça existe aussi. Voilà. Et puis il y a un deuxième volet un peu plus lourd, notamment par exemple sur les intervenants non classés A ou B, mais qui doivent néanmoins avoir un suivi dosimétrique, puisque la nouvelle réglementation le permet. Donc là, il y a des qu'il va falloir conséquences. adapter les référentiels pour que les auditeurs soient en mesure de poser les bonnes questions auprès des organismes, des entreprises, pour s'assurer qu'ils ont pris les dispositions concernant ces personnels, s'ils en ont. Absolument. Alors, avec la distinction que la réglementation peut ne pas l'imposer, mais les exploitants l'imposer, bon, auquel cas le problème est réglé. Et dans le cas où il y aurait des intervenants non classés qui interviendraient, la question se pose, comment l'employeur garantit-il que la personne en question ne dépasse pas le millisievert? Auquel cas il devrait être classé. Donc c'est une attention supplémentaire que les auditeurs devront porter dans le cadre de leurs activités, qui sont toujours à distinguer d'une activité de contrôle ou d'inspection. Absolument, c'est un audit et c'est pas une activité de conseil non plus. Non plus. Le CEFRI fait aussi de la certification pour les formateurs, les organismes de formation PCR. Donc là, il va y avoir une évolution importante qu'on attend. Je suppose que le CEFRI va poursuivre ce domaine d'activité en s'adaptant. Donc, il y aura aussi peut-être un intérêt pour les organismes compétents en radioprotection qui devront être certifiés par des organismes accrédités. Donc là aussi, est-ce que c'est un sujet qui est en réflexion ou en étude ou un intérêt pour le CEFRI? Alors sur les OCR, il est très vraisemblable que le CEFRI se positionne. On ne peut pas ne pas y être. Maintenant, vu que les textes ne sont pas sortis, on ne peut pas non plus signer un chèque en blanc, quels que soient les textes qui arrivent. Sous réserve de l'évolution Voilà, réglementaire. sous réserve des textes Sa précis. transposition. Bon. Ensuite, sur les organismes de formation de PCR, alors effectivement,
Aujourd'hui, entre les différents niveaux, les différents secteurs, les différentes options, un peu de simplification ferait certainement du bien, aussi bien pour les organismes de formation que pour les PCR elles-mêmes, bien sûr, qui sont les premières concernées, que pour nous, pour faire nos audits. À titre d'exemple, on a plusieurs cas de figure où des employeurs se sont trompés dans les options pour inscrire leur PCR. Et on a eu des situations assez problématiques de PCR qui avaient raté leur formation et qui devaient attendre des durées assez longues avant de pouvoir s'inscrire à la formation suivante, parce que c'était dans une option où il y avait très peu de formation dans les organismes. Du coup, avec une réaction en chaîne, PCR non formé, employeurs dont les activités peuvent être bloquées. Donc de la souplesse, voilà. C'est le mot d'ordre. Absolument. Ouais. Merci Pascal. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors vous avez ici devant vous en fait la chambre à brouillard. Cette chambre à brouillard a été inventée dans les années 1910 par M. Wilson pour voir en fait les rayonnements cosmiques. En effet, dans les années 1900, on avait des perturbations des appareils et on ne savait pas qu'effectivement un certain nombre de rayonnements venaient du ciel. Et donc il a inventé cet objet pour visualiser la radioactivité. C'est le seul objet d'ailleurs au monde qui soit capable de visualiser à l'échelle atomique la transformation des atomes. Du coup, vous avez ici en fait un certain nombre de traces de rayonnement à l'intérieur d'une chambre. C'est une plaque froide mise à moins 37 degrés. On vaporise en fait une vapeur d'alcool et vous avez la trace des rayonnements, la trace finalement de la matière dans cette vapeur d'alcool. C'est la même chose que les traces d'avions dans le ciel qui laissent des traces blanches. En fait, vous ne voyez pas le réacteur, mais vous voyez la trace du réacteur. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Et donc on est capable de différencier les alphas, ça laisse des traces grosses, épaisses, courtes, et les rayonnements bêta qui laissent des traces très fines et longues. Voilà. Donc par différence, on est capable de visualiser différents types de rayonnements.